Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, lutte contre la vie chère, le FMI assouplit davantage sa position sur les subventions. Ces subventions doivent être limitées dans le temps et ne doivent en aucun cas être un fardeau pour le budget. On vous explique tout dans cette édition. Inauguration du centre de surveillance électronique, le bracelet électronique désormais partie intégrante de l'arsenal pénal du Sénégal. La surveillance électronique, un moyen de lutte contre la surpopulation carcérale, reportage à suivre. Et puis en sport, en route vers le mondial, deuxième séance d'entraînement des Lions à huis clos avec un groupe presque au complet. Les Échos de la Tanière en fin d'édition. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Publication de la dernière mission de revue du Fonds monétaire international, le FMI assouplit sa position sur les subventions pour le fonds. La politique de baisse des prix décidée par le gouvernement du Sénégal va contribuer à limiter l'inflation. En revanche, ces subventions doivent être limitées dans le temps. Elles doivent également cibler les ménages à revenus faibles sans être un fardeau pour le budget dans les années à venir. Malgré les facteurs exogènes comme la guerre en Ukraine et la Covid-19, les chiffres de l'économie sénégalaise sont peu ou prou corrects comparés à d'autres pays du continent. Même si la dette a atteint 75% du PIB, les prévisions de croissance tournent désormais autour de 4,5%, ce qui n'est pas mal vu le contexte. En ce qui concerne la situation de l'économie, l'économie sénégalaise, elle se porte, je dirais bien, relativement par rapport à d'autres économies, que ce soit au niveau du continent africain ou même en dehors de l'Afrique. Pour 2022, nous estimons la croissance, quoi qu'on l'a revu un peu vers la baisse, on estime à atteindre 4,7% pour cette année, ce qui est déjà une croissance pas mal, prenant en considération la situation, que ce soit un peu le Covid qu'on n'est pas encore sorti, ou bien sûr la guerre en Ukraine, ou la hausse des prix des denrées alimentaires. Par contre, l'inflation, on l'a revisé vers la hausse. Les plus récentes données pour l'inflation pour octobre, en glissement annuel, on est un peu au-delà de 8%, donc c'est à 13%, pardon. Et donc pour toute l'année, on estime l'inflation à être aux alentours de 8 à 8,5% pour 2022. En ce qui concerne la dette, elle est en train d'augmenter, principalement à cause des chocs auxquels le Sénégal est en train de faire face. De notre point de vue, elle est toujours soutenable. Cependant, la marge de manœuvre de façon à pouvoir faire face à de nouveaux chocs a quasiment disparu. La dette actuellement, elle est à peu près à 75-65% du PIB. L'une des mesures phares de la lutte contre la vie chère, c'est la baisse du prix du riz, 25 francs sur le kilogramme, rappelons-le, le riz, aliment de base essentiel à la consommation des Sénégalais, sauf que la baisse du prix du riz n'est pas encore effective chez les commerçants, normal selon un importateur, car les marchands ne vont jamais vendre à perte. L'UNACOIS ISL appelle les vendeurs à faire preuve de patriotisme économique. Voyons tout cela avec Fatou Bintou Conté et Diafar Abba. Baisser les prix des denrées de première nécessité, mission impossible pour certains importateurs, surtout pour le riz dont la subvention fait défaut. Non, on ne peut pas. Comment vous pouvez acheter un produit, payer tous les droits et taxes douanières et amener le produit chez toi et on vous dit de le vendre moins que ton prix de revient. Ce qui fait que les commerçants détaillants vont être dans l'impossibilité de respecter la réduction des prix de ces denrées de première nécessité. Ils ne peuvent pas diminuer parce qu'ils vont perdre et ils ne veulent pas perdre. C'est pour ça. Pourtant, le directeur exécutif de l'UNACOIS ISL estime que ces prix doivent être réduits dans la mesure où, lors des concertations sur la vie chère, tous les commerçants étaient d'accord sur les mesures prises. Nous ne sommes pas d'accord avec eux. C'est ce qui
disons, ne respectent pas ces prix. Toutefois, il appelle au patriotisme de tous les commerçants pour le bien-être des consommateurs. A fait des efforts exceptionnels en renonçant à certaines taxes et en accordant des subventions au bénéfice des consommateurs et non au bénéfice des commerçants. Parce que le commerçant, lui, il a toujours sa marge bénéficiaire qui respecte, que ce soit un produit importé, un produit local, n'importe quoi, le commerçant, il a toujours sa marge bénéficiaire. Unacois Yessal n'a pas aussi manqué de déplorer les actes de brutalité subis par les commerçants. On peut constater que le commerçant ne respecte pas les prix, mais on le convoque. Il peut y avoir des amendes et après la saisie, c'est brutal. Rappelons que c'est depuis hier que les mesures de baisse des prix des denrées de première nécessité sont entrées en vigueur, où beaucoup de produits ont été saisis par la direction du commerce intérieur. Merci Fat Bintou. Dans le nord du Sénégal, des cultivateurs sont révoltés par l'inexploitabilité de plus de 5000 hectares à cause des casiers vétustes. Ces producteurs exigent le renouvellement des aménagements. Explication au Sénudio Pabipsek. Vraiment, ça pose énormément de difficultés aux... L'élément n'est pas disponible, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'autre grand titre de cette édition, le bracelet électronique, désormais partie intégrante de l'arsenal pénal au Sénégal. Le premier centre de surveillance électronique a été inauguré ce matin. Bracelet électronique, une alternative à la détention préventive. L'outil juridique va participer à la lutte contre la surpopulation carcérale. Voyons tout cela avec Moussa Mané. Le placement sous surveillance électronique devient une réalité au Sénégal. Les autorités ont inauguré le premier centre électronique de l'Afrique de l'Ouest qui permet de lutter contre les longues détentions. Le processus d'adoucissement, on peut dire aussi d'humanisation de la sanction pénale dans lequel notre pays s'est engagé a connu un tournant novateur et prometteur avec l'adoption des lois 2020-28 et 2020-29 du 7 juillet 2020 qui ont introduit le bracelet électronique dans notre système pénal. On a transféré le savoir-faire à l'État du Sénégal sur la gestion des bracelets électroniques. Toute la partie juridique qu'on a eu à récupérer de nos partenaires, on a eu à le transférer à l'État du Sénégal. Une innovation dans le système de surveillance pénale qui permet au Sénégal de placer des détenus sous surveillance électronique. Une solution rassurante selon le ministre de la Justice. Le placement sous surveillance électronique constitue en ce sens une solution rassurante. Ambivalent de par sa nature, il est à la lisière de la liberté et de la détention. Il offre à la personne qui en bénéficie les avantages de la liberté provisoire ou du contrôle judiciaire et présente pour les besoins de la procédure ou de l'exécution d'une décision judiciaire les mêmes garanties de représentation en justice que la détention provisoire. Les forces de défense et de sécurité travailleront en parfaite collaboration afin d'apporter des solutions aux éventuels incidents. À travers ce mécanisme, les intérêts de la société et des victimes sont ainsi pris en compte afin de ne pas laisser penser à une justice qui favoriserait la délinquance, tout comme la personnalité des auteurs, leur situation familiale, sociale ou professionnelle, leur état de santé, leur âge, bref, leurs capacités d'amendement sont également considérées. C'est grâce à un partenariat public-privé avec la société Colombe Cyberdéfense Opération Center que l'État du Sénégal a pu mettre en place le premier centre de surveillance électronique de l'Afrique de l'Ouest. Les résidents des 26 cités qui se trouvent entre le rond-point Sedima et le rond-point Cœur Ndiaye-Lo crient au secours. Ils sont confrontés à un problème de mobilité. Ils réclament une sortie sur le péage venant de Thiès et une route secondaire pour permettre aux résidents de vaquer librement à leurs occupations. Leur porte-parole Masser Ndiaye avec notre équipe à Rufisque. Vous avez pu constater avec moi qu'il ne s'agit ni plus ni moins que d'un problème social. Un problème social, il est issu d'une question sociale. Une question sociale, elle fait appel à une réponse politique. Nous, en tant que communauté, nous sommes en train de vivre un problème social qui est issu de quoi? On a construit une autoroute à péage dans une agglomération. Et lors de cette construction, on n'a pas pu tenir compte de la dimension sociale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces populations sont laissées à elles-mêmes. On n'a pas prévu
qu'il y a une extension qui, dans 10 ans, 20 ans, fera de cette localité une zone véritablement urbaine. On n'a pas prévu d'infrastructures, encore moins de routes secondaires qui puissent en tout cas permettre à ces populations d'accéder à leur maison. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, nous, en tant que communauté, nous nous sommes inscrits dans une logique de démarche communautaire. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons tenté, avec toutes les ressources que nous avons mobilisé toutes nos ressources pour régler les problèmes qui sont à notre disposition, que nous avons pu régler à notre manière. Nous ne sommes pas des anticonformistes, nous sommes des légalistes jusqu'au bout des ongles. Nous sommes des responsables, c'est parce que nous avons épuisé toutes les cartouches, nous avons épuisé toutes les voies de recours qu'aujourd'hui nous avons en tout cas adopté cette démarche qui consiste à communiquer, à faire passer les messages pour qu'en tout cas nous puissions avoir des lendemains meilleurs. Remous à Dara Djolof, à quelques jours du renouvellement du bureau du regroupement des chauffeurs de la gare routière, une frange partie des chauffeurs dénonce l'augmentation du mandat de l'actuel président. Ils interpellent les autorités sur ce qu'ils qualifient d'anomalie. Reportage Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Thiam. Quand M. Taladjo accédait à la tête du regroupement, il avait trouvé dans les caisses la somme de 24 millions. Quelle ne fut pas notre surprise quand on l'a entendu déclarer qu'il détient dans les caisses du regroupement la modique somme de 20 millions. Un peu moins de 20 millions pour être exact. Là aussi, on lui a demandé de se justifier en présentant les documents, mais toujours comme à son habitude, il nous a opposé un veto. Il a profité de cet instant pour vraiment prendre une série de mesures qui ne sont pas de son ressort. Il a fait voter par l'Assemblée l'augmentation de la durée du mandat qui passe de 3 à 5 ans. Il a également défini le profil du candidat qui devait détenir un permis de conduire de catégorie transport en commun plus un agrément de transport. Au-delà du 16 novembre, Talla Diaw ne sera plus légitime à la tête de ce regroupement. Par conséquent, il ne pourra plus conduire aux destinées de notre organisation, de notre regroupement. Il ne pourra plus gérer la gare routière. Nous, ce que nous demandons, c'est la fermeture du compte du regroupement, d'abord. Ensuite, la mise sur pied d'un comité ad hoc pour gérer la gare routière. Nous allons servir une sommation interpellative à M. Talla Diaw par voie d'huissier pour le mettre devant ses responsabilités. Parce que nous avons de fortes présomptions de détournement de nos deniers. Vraiment, nous allons porter plainte pour abus de confiance et détournement de deniers appartenant à une organisation privée. Et puis nous venons de l'apprendre à faire des affrontements de Tchiki. Le maître des poursuites a requis 2 ans de prison, dont 1 an ferme pour les 4 gardes du corps d'Ousmane Sonko. Pour le dernier du nom de Modou Diaw, il a demandé qu'il soit relaxé purement et simplement. Nous y reviendrons dans nos éditions du matin. Parlons éducation à présent. Le lycée Malick Sy de Thiès aurait-il perdu de sa superbe? L'établissement est absent au concours général depuis plus de 5 ans maintenant. Face à cette situation qui s'apparente en décrochage, les alumni du lycée sonnent la mobilisation. Cheikh Anta Diop Seylatir. Le lycée Malick Sy de Thiès, après plusieurs années de disette, a retrouvé son lustre d'antan en caracolant à la tête de l'inspection d'académie de Thiès. Cette année, le lycée a obtenu plus de 80% au baccalauréat avec 73 mentions. Les anciens élèves de cet établissement scolaire ont décidé de soutenir leurs cadets pour qu'ils maintiennent le cap. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure à nos chers élèves. Je leur ai dit, il faut toujours persévérer, il faut tout le temps viser l'excellence et puis être parmi les meilleurs, être parmi les cadres de ce pays, mais également être parmi les meilleurs de ce pays. Et c'est ça qui nous rassure, qui fait notre fierté en fait. Le proviseur du lycée dit avoir mis en place une politique éducative basée sur l'excellence. La gestion axée sur les résultats, également dans le paquet, et pour opérationnaliser ce programme, l'État a mis en place ce qu'on appelle les phares, c'est-à-dire les progressions harmonisées et les évaluations standardisées qui demandent beaucoup de moyens. Nous visons les 100%, c'est ça notre objectif, aller à ce qu'on fasse sur tous les élèves de terminale qu'ils aient leur baccalauréat. Je loue également le professionnalisme des enseignants qui sont là. Ces
Les anciens élèves du lycée Malick Sy de Thiès, devenus des cadres dans plusieurs secteurs, ont remis un important lot de matériel didactique et logistique à la direction du lycée. Parlons culture, cinéma, l'édition 2022 des Sotigui Awards récompensant les acteurs et actrices africains de la diaspora s'est tenue à Ouagadougou. Les acteurs sénégalais se sont beaucoup illustrés cette année. Compte rendu de la cérémonie, Ibou Diouf et Ndiaga Diarafal. Les Baobabs dorés des Sotigui Awards font pour la 7e fois des heureux parmi les légendes du cinéma africain et sa diaspora. Sotigui Awards 2022, en d'autres termes, les Baobabs dorés, un plateau qui distingue les acteurs et actrices africains et de la diaspora. Le Sénégal a encore fait bonne figure. Bien entendu, cette année, la délégation sénégalaise est partie avec 4 personnes, dont Rita Maguette Fall, Rita Ora, Roger Felmonsala, Awadji Gakan, et bien sûr moi-même, Philippe Sylvain Colli, et bien sûr dans la délégation de ces 4 personnes. Donc vraiment, on aimerait que toute la population sénégalaise soit avec nous, parce que c'est un combat pour nous tous, comme pour d'autres pays dans le monde entier, en Europe comme en Amérique, qui sont très distingués. Donc ce combat est notre combat. Ils étaient 42 nominés dans différentes catégories. L'artiste sénégalais Roger Raymond Sala et le Sotigui d'or 2022. Une fierté, ça veut dire qu'on reconnaît ce que je fais. Le cinéma africain a un bel avenir parce qu'on a aujourd'hui des jeunes comme Roger qui gagnent 2 Sotigui. Ça veut dire qu'il y a aussi des jeunes frères derrière moi qui nous regardent, que nous inspirons. Pour moi, le cinéma africain, c'est l'avenir, c'est le futur. L'édition 2022 qui s'est tenue à Ouagadougou a vécu. Ces hommes de cinéma, en sus de leur production, devaient aussi échanger autour du thème promotion et valorisation des acteurs, comédiens du cinéma africain et de la diaspora face aux défis du digital. Merci Ibou. Dans l'actualité internationale, la Côte d'Ivoire qui retire ses troupes déployées au Mali dans le cadre de la MINUSMA. L'ouverture du premier procès de manifestants arrêtés le 20 octobre dernier au Tchad et puis la population mondiale qui a franchi le cap de 8 milliards d'habitants ce mardi selon les Nations Unies. Daniel Diouf. Après la France, la Suède et le Royaume-Uni, la Côte d'Ivoire a annoncé un retrait de ses troupes déployées au Mali dans le cadre de la MINUSMA, la mission onusienne pour la stabilisation de la région. Au total, 900 casques bleus ivoiriens vont quitter progressivement le territoire malien d'ici août 2023. Aucune raison officielle précisée, seulement ce retrait intervient alors que les relations diplomatiques entre le Mali et la Côte d'Ivoire se sont considérablement dégradées depuis l'affaire dite des 49 militaires, des soldats arrêtés et placés aux arrêts à Bamako le 10 juillet dernier. Si 3 d'entre eux ont été libérés, 46 sont toujours détenus au Mali, accusés par la justice malienne de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Ouverture ce mardi du premier procès de manifestants arrêtés le 20 octobre dernier dans la province du Guéra au Tchad. La répression de ces rassemblements hostiles aux autorités dans plusieurs villes avait donné lieu à un bain de sang avec un bilan officiel de 50 morts et 300 blessés. Beaucoup plus, selon l'opposition et d'autres organisations, 11 personnes poursuivies pour attroupement non armé et rébellion comparaissaient lors de l'audience de ce mardi. Elles ont été relaxées. À la sortie de l'audience, les avocats ont affiché leur satisfaction. On ne sait pas exactement combien de personnes sont toujours emprisonnées dans cette affaire. Le comité de l'ONU contre la torture a estimé que près de 1400 personnes avaient été arrêtées. Plus de 400 dossiers considérés comme des flagrants délits ont été jusque-là transmis au parquet de N'Djamena, où aucune date n'a encore été fixée pour un procès. Et puis la population mondiale a franchi la barre des 8 milliards ce mardi, selon l'estimation officielle des Nations Unies. Elle n'a mis que 12 ans pour passer de 7 à 8 milliards. Il faudra environ 15 ans pour atteindre les 9 milliards en 2037. L'ONU projette un pic à 10 milliards 400 millions dans les années 2080 et une stagnation jusqu'à la fin du siècle. Cette croissance sans précédent est le résultat d'une augmentation progressive de la durée de la vie grâce aux progrès réalisés en termes de santé publique, de nutrition, d'hygiène personnelle et de médecine. Plus de la moitié de la croissance de la population d'ici 2050 viendra de seulement 8 pays selon l'ONU.
La République démocratique du Congo, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Inde, le Nigeria, le Pakistan, les Philippines et la Tanzanie. Et à la fin du siècle, les 3 villes les plus peuplées au monde seront africaines. Lagos au Nigeria, Kinshasa en République démocratique du Congo et Dar es Salaam en Tanzanie. En route vers le mondial, les Lions du Sénégal ont effectué leur 2e séance d'entraînement à Doha. Un galop qui s'est déroulé avec un groupe presque au complet. Cher Sadibou Diarra. Les choses sérieuses ont démarré pour l'équipe nationale du Sénégal. Si la première séance d'entraînement a été ouverte au public, la deuxième, elle, est marquée par un huis clos. Une manière pour le sélectionneur Aliou Cissé de travailler des stratégies loin des regards indiscrets. À l'exception de la star Sadio Mané, toujours à Munich en Allemagne, tous les Lions sélectionnés ont normalement participé à l'entraînement. Crépin Diatta, Fodé Ballo-Touré, Pape Abdou Cissé, Ismaël Jacobs, Pape Gueye et Bamba Dieng, qui manquaient à l'appel lundi, sont arrivés à Doha. À 25, les Lions vont continuer la préparation de leur confrontation avec les Pays-Bas le 21 novembre prochain. Une rencontre que va sûrement manquer le maître à jouer, Sadio Mané. Merci beaucoup Ibrahim Akan. Les autres infos du mondial, c'est avec le round-up de Cher Sadibou Diarra cette fois. Les numéros des maillots des Lions au mondial Qatar 2022 sont connus. Sur la plupart, gardent leur numéro fétiche. Quelques-uns ont opté pour un changement. C'est le cas d'Edouard Mendy qui délaisse le 16 pour le 1. Abdou Diallo cède lui le 22 pour le 4. Youssouf Sabali laisse le 21 à Boulaïdia pour arborer le 7. Les nouveaux, Jacobs, Formose Mendy, Pathé Ciss et Jackson vont porter respectivement le 2, le 11, le 16 et le 25. Pendant ce temps, l'Équateur a publié sa liste de 26 joueurs. Le sélectionneur Gustavo Alfaro a fait confiance à ses cadres, à l'exception du latéral Byron Castillo, pour s'éviter d'éventuels problèmes. Le joueur est en effet de nationalité colombienne. Bien que touché à la cuisse, Gruezo figure bien dans la liste. Plus de peur que de mal aussi pour le latéral droit des Lions de la Hollande. Denzel Dumfries, sorti sur blessure le dimanche dernier, déclare être apte pour le match face au Sénégal. Dumfries, 26 ans, se dit en forme et prêt pour une place de titulaire. Au contraire de Memphis Depay, l'attaquant vedette des Pays-Bas qui revient de blessure est annoncé sur le banc par le sélectionneur Louis van Gaal. Son homologue de la France, Didier Deschamps, croise les doigts pour Christopher Nkunku. L'attaquant de 25 ans a été touché à la jambe gauche dans un contact avec Kavaminga lors de l'entraînement du jour. Quittant la pelouse par précaution, Nkunku va passer des examens cette nuit. Karim Benzema et Raphaël Varane se sont entraînés, eux, à l'écart du groupe. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant avec Ibrahim Akan ce soir et son invité, le ministre Mbaye Ndiaye, dans la dernière partie de Soir d'Info. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.